Chahut Média. Dans un collectif féministe. Et petit, un truc vraiment petit, où après l'hypercachère, une copine, qui était à l'époque une copine, m'a dit que d'une certaine façon, on pouvait voir ceux qui avaient fait l'hypercachère comme des révolutionnaires et comme une action politique. L'écrivaine et chanteuse Lola Lafont. Et c'était chez moi. Et elle n'a jamais remis les pieds chez moi. Mais j'ai ressenti vraiment quelque chose de l'ordre de... C'était pire que de la trahison, en fait. J'ai encore le cœur qui bat quand j'en parle, parce que j'étais déchirée en deux. Et puis, je pense aussi au moment de la tuerie de Toulouse, où je suis allée seule à la manif et où il n'y avait pas de réaction politique dans le camp de l'extrême gauche. Il n'y avait rien. Et je me suis retrouvée seule à une manif, je me rappelle. Ça a été vraiment quelque chose... Je ne pouvais pas imaginer, en fait, un acte plus tabou que celui qui avait été commis, d'assassiner à bout portant des enfants. Et quand il y a eu personne, je me suis dit, si la politique, c'est partager des valeurs, partager des certitudes, je sais pas, des émotions, là, tu es seule. Contrairement à ce que semblent penser certains leaders ou sympathisants politiques de gauche radicale ou traditionnelle, se trouver dans un camp dit progressiste n'immunise en rien contre l'antisémitisme ou d'autres comportements oppressifs. Il est bien arrogant de penser que l'on puisse échapper à des systèmes aussi totaux par une orientation politico-magique. Le juif habillé du costume du financier, du capitaliste, avare et cupide, le juif assimilé à Israël et rendu responsable des actions d'un gouvernement. Le juif puissant et sa supposée mainmise sur les médias. Autant de stéréotypes antisémites qui sévissent à gauche. Alors, d'où viennent ces confusions et ces constructions ? Et comment se développent-elles ? Comment se perpétuent-elles ? C'est ce que l'on va voir dans cet épisode où il s'agira de rendre compte d'un système global dans lequel chaque partie renforce la structure centrale. Je m'appelle Ilana Weisman. Vous écoutez Qui a peur des Juifs ? Antisémitisme, la tentation perpétuelle. Une série réalisée et produite par Chahut Média. Épisode 2. Antisémitisme, à gauche aussi. On voit beaucoup l'antisémitisme, notamment dans le milieu éducatif, comme étant figé autour de la question de la Shoah. Johan Gurfinkiel, secrétaire général de la CICAD, Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, Genève. Et en gros, l'antisémitisme se serait arrêté en 1945. Mais dès qu'on parle d'antisémitisme contemporain, alors là, évidemment, la situation devient beaucoup plus complexe. Chez certains aussi, du point de vue de l'autorité, des politiques. C'est pas qu'on a un attachement vissé au corps du politique, mais on a une considération, un respect pour les militants et les organismes à vocation politique, parce qu'elles sont aussi vectrices de messages. Donc ça, c'est important. Et là où le bas blesse, c'est effectivement dans les manifestations contemporaines de l'antisémitisme. Ça veut dire quoi ? Les juifs sont rendus responsables à la fois du conflit, voire parfois d'exactions d'un côté comme de l'autre, mais les juifs seraient un point central, parce qu'évidemment les Israéliens sont majoritairement juifs. Donc tous les juifs sont responsables. Israël et la haine des Juifs, on en parle dans cet épisode, un terme qui vaut pour boussole pour avancer, sionisme ou antisionisme, qu'est-ce que c'est ? Le sionisme est une idéologie. C'est celle qui consiste à dire « nous bâtissons tous les jours un foyer national juif ». Marc Nobel, historien et essayiste, ex-vice-président de la LICRA et membre de l'Observatoire sur l'antisémitisme. Et nous retrouvons nos droits dans l'État d'Israël. C'est-à-dire que ce peuple dispersé se retrouve en ce qui leur semble être leur terre d'origine.
Et donc, c'est une idéologie. C'est un mouvement qui correspond au mouvement de l'émancipation des Juifs. C'est-à-dire qu'au moment où les Juifs deviennent les égaux des autres. Jonathan Ayoun, réalisateur et essayiste, co-auteur de la série documentaire « Histoire de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours ». Eh bien, on a peur d'eux et on se met à les accuser de domination, de vouloir nous remplacer, de vouloir prendre le pouvoir. À partir du moment où le peuple juif a un État comme les autres peuples, c'est exactement la même démarche que d'un point de vue du statut des individus juifs, mais là, c'est du point de vue du statut d'une collectivité juive. L'antisionisme est quelque chose de très dangereux comme terme. Parce que, qu'est-ce que le sionisme ? François Garay, rabbin de la communauté juive libérale de Genève. C'est l'affirmation que le peuple juif a le droit à un État, quelque part. L'antisionisme, ça veut dire que les juifs n'ont pas le droit à un État quelque part. Alors d'un côté, ils n'ont pas le droit d'avoir un État quelque part, et de l'autre côté, ils n'ont pas le droit d'être ce qu'ils sont, là où ils sont. Donc c'est une terrible ambiguïté. Mais à partir du moment où l'État d'Israël existe, vouloir sa destruction est quand même une drôle de démarche. Vouloir sa destruction, c'est en réalité donc vouloir enlever le droit au peuple juif d'avoir un État, tout en considérant que tous les autres peuples y ont droit. Donc il y a quand même une démarche très particulière. La seule manière d'être véritablement antisioniste, ça serait de vouloir abolir l'autodétermination des peuples de manière générale. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui portent ce combat-là. Donc on voit bien qu'il y a là une confusion, dans tous les cas, qui s'installe dès le début de l'usage de ce terme, par ceux qui le revendiquent, qui en grande partie ne sont même pas antisionistes. Donc ça leur serait difficile d'être antisémites. Ça, je le pense sincèrement. Et je pense d'ailleurs qu'en leur expliquant pourquoi ils ne sont pas antisionistes, ça permettrait de dégonfler aussi de nombreux débats. Mais oui, l'antisionisme sert aujourd'hui de véhicule majeur à l'antisémitisme à travers le monde, ça c'est certain. Mai 2023. Chahut Média est invité à participer à une journée laboratoire proposée par un organisme de la Confédération à laquelle prennent part plusieurs associations suisses de lutte antiraciste. Une jeune fille est présente, portant un sweatshirt blanc sur lequel est écrit au recto et au verso « Anti-Zionist Social Club », soit le club des antisionistes, en lettres de couleur noire, rouge et verte. Personne ne moufte, exactement comme si cette jeune fille et son pull ne posaient aucun problème. En effet, pourquoi s'émouvoir d'un pull siglé Antisioniste Social Club ? On peut condamner l'expansionnisme d'Israël et les discriminations subies par les Palestiniens sans être antisémite. Oui, on le peut, et ceci sans être taxé automatiquement d'antisémite. Mais on peut aussi questionner l'affichage de ce message en ce lieu, un espace antiraciste regroupant différentes minorités, au sein duquel on parle de discrimination subie par des groupes racisés, parmi lesquels des juifs de diaspora, donc non israéliens. Ajoutant à cela que se déclarer antisioniste sert souvent à masquer un antisémitisme qui ne dit pas son nom. Bref, même au sein d'une réunion antiraciste, l'antisémitisme banalisé se manifeste sans créer ni remous ni émoi. Qui est antisioniste, qui est antisémite ? Aujourd'hui, quasiment plus personne ne se dit antisémite. Monique Ekman, sociologue, professeure honoraire, Haute École de Travail Social, HESSO, Genève. C'était en vigueur dans les années 1880-1900 de dire fièrement qu'on était antisémite, ce qui n'est plus le cas du tout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc la question ne se pose pas comme ça. Et se dire antisioniste, ça veut souvent pas dire grand-chose. Alors pour certains, c'est un mot de combat. Mais je trouve qu'en soi, de l'antisionisme, il y en a eu depuis le début du zionisme. À l'intérieur du monde juif, il y a un Jewish Anti-Zionist Network, ce qui veut dire qu'il y a aussi des juifs qui sont anti-zionistes. Mais la plupart du temps, c'est pas le mot anti-zionisme qui est problématique, mais le mot sionisme. Et le mot sionisme est utilisé aujourd'hui largement comme équivalent de juif. Et quand on parle des zionistes, on parle souvent des juifs. Et c'est en fait ça qui pose vraiment problème. Si l'antizionisme est une position politique, ma foi, oui, on peut en discuter après. Mais en soi, toute forme d'antizionisme n'est pas de l'antisémitisme, mais être contre les zionistes de façon très émotionnelle, c'est être contre les juifs.
J'ai dérangé beaucoup de monde et je vais continuer à le faire par le rire, parce que je pense que c'est comme ça que je m'exprime le mieux, c'est mon travail. Bien évidemment, je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un antisémite. Il est très clair que en France, par exemple, c'est les polémistes antisémites Dieudonné et Alain Sorel qui ont réinstallé ce glissement et ce remplacement du terme juif par sioniste. Anne-Sophie Seban, docteure en géopolitique, directrice du bureau de Paris de l'American Jewish Committee. Et c'est comme ça qu'on a entendu en plein Paris scander par des militants d'extrême droite, pour le coup, des slogans tels que « sionistes hors de France ». À gauche, depuis les années 2000, on voit des phénomènes de confusion très fortes, des antisémites qui n'ont pas été vus en tant que tels. Je pense évidemment à Dieudonné. Jonas Pardoe, formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Qui n'a commencé à être condamné fortement qu'en 2014, alors qu'il commençait à sévir, à tourner vraiment en 2002. Donc on a 12 années où Dieudonné est même qualifié d'antiraciste. Il se trouve qu'il va faire monter Faurisson sur scène négationniste, qui va insulter la famille d'Ilan Halimi, faisant des blagues sur la dépouille de son fils, des paroles horribles. Il dit qu'il va exhumer son corps et sortir les diamants et les bijoux qui ont été cachés dans son cercueil, enfin, des choses horribles. Il répand le geste de la quenelle, donc geste négationniste, homophobe, etc., et qui se présente comme un signe de ralliement anti-système. Sa rhétorique victimaire prend. Pourtant, il va toujours défendre la police dans les violences policières et dans les assassinats de personnes de banlieue, noires ou arabes. Sa position, du fait qu'il est noir et du fait qu'il a un discours prétendument antiraciste, fait que une partie des gauches, mais notamment chez les antiracistes, ne voit pas son racisme. De merde, par toi. L'utilisation du mot sioniste comme tour de passe-passe pour dire juif n'est pas nouvelle. Elle n'attend pas la création de l'État d'Israël et trouve notamment racine dans l'idéologie stalinienne. C'est d'ailleurs à l'époque soviétique qu'il faut remonter pour voir ce changement de vocable entre l'utilisation du terme sioniste et du terme juif. Anne-Sophie Seban. Dans les grands procès staliniens, on pense notamment au procès Slansky, quand des membres du Parti communiste accusés qui étaient d'origine juive sont sur le banc des accusés, on les catégorise comme sionistes, alors qu'ils n'ont jamais milité dans des organisations sionistes. Et pour comprendre même d'où vient cette idée dans le stalinisme, il faut encore remonter plus loin au protocole des sages de Sion, ce faux donc, qui avait été rédigé au début du XXe siècle, en 1903, et qui décrivait ce supposé plan secret des juifs et des sionistes pour dominer le monde. Donc je crois qu'il est important de comprendre que cet antisémitisme lié à la haine d'Israël, comme moi je préfère l'appeler, n'est pas né du développement du conflit israélo-palestinien en 1948, qu'il précède même la création de l'État d'Israël, et qu'il n'a été finalement, à notre époque moderne, qu'une manière de déporter des accusations faites aux Juifs depuis très très longtemps. La notion de complot juif, par exemple, a été remplacée par la notion de complot sioniste mondial. Le vrai gros moment où j'ai subi une agression antisémite, c'est quand j'étais au lycée. C'était en marge d'une manifestation, je sais même plus pourquoi on manifestait, mais on était tous dans la rue. Et il y avait, pendant cette manif, un garçon qui était là et qui avait un masque chirurgical. Anna Assouline, réalisatrice engagée contre le racisme et l'antisémitisme et fondatrice du mouvement Les Guerrières de la Paix. Et il avait écrit en rouge « Israël assassin ». Enfin, je sais pas, je m'étais dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre, en fait, dans ce moment-là? Et donc, je l'avais juste interpellé en lui posant la question de ce masque, etc. Et là, il s'est mis à hurler. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Et tu défends Israël et machin. Alors que c'était absolument pas mon propos. Et d'un coup, il y a eu une foule, en fait, qui s'est agglutinée autour de nous. Et là, je me suis retrouvée au milieu de 50 personnes, en fait, qui, au début, d'ailleurs, étaient là pour me défendre. Parce qu'ils se disaient, OK, il y a une meuf qui se fait embrouiller, on va défendre la meuf. Et puis, quand ils ont compris le sujet de l'embrouille et qu'il arrêtait pas de répéter en hurlant, mais c'était vraiment, j'avais vraiment le sentiment qu'il faisait exprès de me jeter en pâture, quoi. C'était un truc assez spécial. Là, d'un coup, il y a une fille qui s'est mise en face de moi, qui m'a dit, mais
pourquoi tu défends Israël? Bon, je ne défendais absolument pas Israël. Par ailleurs, je suis très critique vis-à-vis d'Israël et tout, donc c'était vraiment pas le sujet. Et elle m'a dit, t'es feu. J'ai répondu, genre très timidement, j'avoue, oui, qu'est-ce qu'il y a? En me disant, je vais quand même pas dire non, ce serait, je pense, encore plus difficile à vivre pour moi que d'assumer ce que ça va engendrer comme conséquence de dire oui. Et là, pendant 5 minutes, je me suis pris des coups de toutes parts, des coups de pied, des coups de poing, des tirages de cheveux, enfin bref, c'était hyper violent. L'existence d'Israël rendrait les Juifs plus blancs que blancs, des super blancs, entendus comme un groupe qui ne vit pas d'oppression et qui, en surimpression, est un oppresseur en puissance, comme le souligne le chercheur hongrois Balázs Berkovics. Il y a donc un double mouvement. Un premier qui est l'effacement de leur oppression par leur désignation comme blancs, et un second qui reprend à son compte des clichés antisémites de pouvoir et de domination juive par le prisme des réalités israélo-palestiniennes. Et cette vision, cette assimilation et cette responsabilisation des Juifs quant aux décisions politiques de tel ou tel gouvernement israélien a des conséquences directes sur la vie des Juifs de diaspora. En Suisse et en France, à chaque montée des violences en Israël et Palestine, les agressions antisémites grimpent en flèche. En France, en 2022, le ministère de l'Intérieur et le SPCJ, le service de protection de la communauté juive, ont recensé 436 actes antisémites. Le communiqué intitulé « Les chiffres de l'antisémitisme en France en 2022 » met en exergue les points suivants. 1. La majorité des actes antisémites portent atteinte aux personnes. 2. Qu'ils sont particulièrement violents. 3. Qu'ils sont en grande proportion commis dans la sphère privée. Et 4. Que dans la grande majorité des affaires de violence antisémite, les agresseurs ne sont pas condamnés. En Suisse, selon le rapport 2022 sur l'antisémitisme publié par la CICAD, 853 incidents ont été enregistrés en ligne l'année dernière. Dans le monde réel, le nombre d'incidents signalés est passé de 53 à 57 incidents. Cette enquête, qui porte sur la Suisse alémanique, italienne et retto-romane, a été menée par la Fédération suisse des communautés israélites et la fondation GRA contre le racisme et l'antisémitisme. Le juif règne et gouverne en France. Ce juif si laid et si riche. Tous les liseurs de Bible, qu'on les appelle juifs ou genevois, hollandais, anglais, américains, ont dû trouver écrit dans leur livre de prière que Dieu avait concédé aux serviteurs de sa loi le monopole de l'exploitation du globe, car tous ces peuples mercantiles apportent, dans l'art de rançonner le genre humain, la même ferveur de fanatisme religieux. C'est pourquoi je comprends les persécutions que les Romains, les chrétiens et les Mahométans ont fait subir aux Juifs. La répulsion universelle que le Juif a inspirée si longtemps n'était que la juste punition de son implacable orgueil et nos mépris, les représailles légitimes de la haine qu'il semblait porter au reste de l'humanité. L'extrait que vous venez d'entendre ne provient pas d'un pamphlet d'extrême droite, mais d'un ouvrage publié par un utopiste socialiste de la fin du XIXe siècle. L'ouvrage, c'est « Juif, roi de l'époque, histoire de la féodalité financière » et son auteur est Alphonse Tousnel, un proche du philosophe Charles Fourier. L'association Juif Argent perdure dans différents mouvements contestataires, de gauche traditionnelle ou radicale. Macron putain juif, dessin de croix gammée, rendez l'argent sale juif scandé devant une synagogue parisienne durant des manifestations des Gilets jaunes. Les occurrences sont pléthoriques. Historiquement, la gauche a toujours eu un problème avec les Juifs. Davide Rodogno, professeur en histoire et politique internationale, Institut des hautes études internationales et du développement, Genève. On peut remonter même au XIXe siècle à Marx lui-même. Il y a quand même une très longue histoire qui doit nous faire réfléchir, parce que l'antisémitisme n'est pas
forcément lié à une couleur politique, à un parti politique. Et donc, faire des études qui croisent la gauche, l'antisémitisme à droite, l'antisémitisme, le centre chrétien et l'antisémitisme, ok, ça a toute sa place. Mais ce n'est pas la bonne manière de voir l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme est par nature transversal. Ça frappe à gauche, ça frappe à droite, de manière différente. Un jour, on parlait de racisme et des clichés et stéréotypes racistes avec une amie très proche et de longue date. Et quand on est arrivé au cliché antisémite, elle m'a quand même affirmé, avec le plus grand aplomb, que les Juifs, c'était quand même vrai, ils avaient quand même beaucoup d'argent parce qu'ils étaient tous avocats et médecins. Et une des dimensions typiques de l'antisémitisme, c'est la richesse des Juifs, ou la manipulation de l'économie et de la finance par les Juifs. C'est des stéréotypes très super lourds contre les Juifs, et donc, cela explique la haine venant d'une certaine gauche, avouée, pas avouée, à demi-mot, etc. Ça change beaucoup selon les pays et selon les contextes politiques qui varient beaucoup dans le monde et certainement en Europe. Et ce n'est pas nécessairement toujours la même chose, ce n'est pas toujours décliné de la même manière. L'antisémitisme à gauche s'appuie sur une ancienneté. Celle qui considère que les Juifs ont beaucoup de pouvoir, ont énormément d'argent, qu'ils vivent dans de beaux quartiers. Marc Nobel, historien et essayiste, ex-vice-président de la LICRA et membre de l'Observatoire sur l'antisémitisme. Et donc c'est un antisémitisme qui a entraîné une sorte d'incompréhension concernant les Juifs et un oubli très important. C'est-à-dire que la plupart des Juifs, en règle générale, étaient des Juifs qui vivaient dans des quartiers pauvres, totalement démunis socialement. Mes grands-parents qui venaient, paternels, qui venaient pour l'une d'Ukraine, pour l'autre de Pologne, n'avaient pas d'argent, c'était de simples bonnetiers pour l'un, marchands forains ensuite pour les deux, qui vivaient dans la plus grande pauvreté. Et donc, cataloguer ainsi les Juifs en pensant que globalement, ils détiendraient le pouvoir de la finance, le pouvoir des médias, et ainsi de suite, c'est faire ressortir des préjugés qui sont assez anciens. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique ? Nous sommes le 18 juin 2021. Un général en retraite est invité dans une émission de télévision sur la chaîne CNews. Et puis tout d'un coup, il tient des propos très généraux. Il pose une question, qui contrôle la meute médiatique ? Et il est pris à partie par un journaliste qui lui dit, mais de qui parlez-vous ? Qui voulez-vous dire ? Qui sont ces gens ? Qui ? Pardon ? Quels sont, selon vous, les gens dont vous pensez qu'ils contrôleraient la meute médiatique que vous accusez ? Vous, général en retraite. Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui ? Et le général en retraite finit par lâcher à ce journaliste dont il n'ignore pas qu'il est juif, je cite, c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. On ne peut plus clair. Les antisémites, en voyant cela, s'en sont amusés. Et puis à partir de là, il y a une floraison de pancartes, de mots qui sont sortis dans les réseaux sociaux, d'allusions, avec le slogan « Qui ?» Qui ? Mais qui ? Mais qui dirige le monde ? Oui, mais qui ? Qui dirige les médias ? Mais oui. Mais qui dirige la finance ? Mais oui. Mais qui dirige la France ? Mais oui. Mais quels sont les banquiers qui dirigent Macron ? Mais oui. Mais c'est évident. Et tout cela est apparu en même temps. Vous avez la renaissance de préjugés, la renaissance d'une mise en accusation moyenâgeuse des Juifs, Il est difficile de situer le premier moment où l'accusation du rapport des Juifs à l'argent s'est véritablement construit. C'est déjà là. Jonathan Ayoun. Lorsque Judas est accusé de la trahison de Jésus, on parle déjà du vol d'argent, du fait qu'il ne veut pas donner de l'argent pour l'enterrement et pour oindre le corps de Jésus. Enfin, il y a déjà l'accusation de Jésus dans la trahison de Judas qui est là. Et puis après, il y a l'association juif-argent de manière négative qui s'installe dans l'Europe du XIIe, XIIIe siècle parce que les Juifs se mettent à pratiquer des métiers d'argent.
mais ils le pratiquent parce qu'ils sont à la fois discriminés. Ce sont les rares métiers qui leur sont autorisés. D'autant plus qu'ils sont également des métiers interdits aux chrétiens, ou en tout cas déconseillés aux chrétiens, car souvent considérés comme impurs par le pouvoir religieux. Et après, l'association Juif Argent prend une autre dimension au XIXe siècle. Il se recycle avec le capitalisme et devient l'antisémitisme économique moderne qu'on connaît, qui est beaucoup plus connu, lui. En réalité, le mot juif remplace le mot capitaliste dans la tête de beaucoup de socialistes à ce moment-là. Donc oui, cette détestation-là, elle est là. Oui, l'antisémitisme socialiste, en tout cas l'antisémitisme dans les mouvements socialistes au XIXe siècle, a été un de ceux qui a été le plus pourvoyeur de mots d'ordre dans les mouvements ouvriers. Plus que dans d'autres classes de la société à ce moment-là. Oui, mais aujourd'hui, dans les mouvements d'extrême gauche, c'est pas seulement l'héritage de l'antisémitisme donc économique qui est présent, c'est l'héritage de toutes les formes d'antisémitisme. Comme une rengaine entêtante, tourne dans ma tête l'idée de la condition juive comme une condition de solitude. Où sont nos alliés ? Où est la gauche supposée défendre les minorités oppressées ? Non seulement elle est le vecteur de certains stéréotypes antisémites, mais elle refuse de l'admettre, arrosant la violence initiale de celle du déni. J'en veux énormément à mon camp politique. Je leur en veux de leur abandon. Et je leur en veux d'avoir laissé la place aux droites, dont extrêmes, de récupérer la lutte contre l'antisémitisme à leur compte dans une immonde hypocrisie. En France, par exemple, le Rassemblement national, parti créé par des anciens SS, se revendique aujourd'hui défenseur des Juifs. On marche sur la tête. Par souci d'éthique, mais aussi d'efficacité politique, l'antisémitisme à gauche, dans ses formes particulières, doit être traité avec honnêteté et droiture. Assez de la résistance aux critiques. Assez de le prendre comme remise en question morale plutôt que politique. Dans le prochain épisode, nous entrerons davantage dans la matière humaine, avec une exploration intimiste du vécu juif. Qu'est-ce que l'antisémitisme fait naître en nous ? Qu'est-ce qu'il détruit ? Qu'est-ce qu'il façonne de nos identités, depuis nos blessures et nos résistances. C'était Qui a peur des Juifs ? Antisémitisme, la tentation perpétuelle. Une série documentaire podcast d'Ilana Weizmann, réalisée et produite par Chahu Media, Carole Harari et David Brun-Lambert. Prise de son, Marc Achlimi, Sullivan Clabot et Thomas Meunier. Mixage et mastering, Studio All Sound. Musique originale, César Depuy. Cette série a été rendue possible grâce au soutien du Bureau d'intégration des étrangers, du service Agenda 21 Ville Durable et du service de lutte contre le racisme, en partenariat avec l'Institut de hautes études internationales et du développement, le Graduate Institute à Genève. Un remerciement tout particulier à Daniela Sebeldi, au BIE, à Johan Gourfinkiol, à la CICAD, et à David Rodogno, du Graduate Institute.